Voilà, voilà, voilà. Nous sommes connectés. En attendant que nos invités puissent rejoindre notre conversation. Bon. Madame Dora, sois la bienvenue. Bonjour Isabelle, merci pour Madame l'invitation. Chaba, sois la bienvenue aussi. Bonjour Isabelle. Bonjour, nous allons attendre un peu que nos invités puissent rejoindre notre conversation. En attendant, je vous pose la question. Madame Chaba, vous parlez d'où, s'il vous plaît? Je suis à Dakar. Magnifique. Et comment ça se passe à Dakar? Dites-nous. Ça se passe bien, c'est calme, c'est tranquille. Là, on attend le coup-feu pour 21 heures, donc tout le monde est chez lui. Et donc, Parfait. voilà, il fait beau aussi. Parfait. Et la situation de Covid à Dakar, c'est stable? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes, effectivement, dans la gestion de cette crise-là, notamment avec certaines décisions qui ne sont pas forcément acceptées de tous. Donc, la population avait manifesté un peu ces derniers temps, mais là, c'est calme et on a accepté le coup-feu. Et je pense que là, on attend les vagues de vaccination avec impatience. Et donc, voilà, c'est un peu comme dans tous les pays d'Afrique actuellement. Exactement. Espérons que cette situation, ça puisse terminer le plus vite possible. Ah, vraiment, parce que là, c'est clair que ce sont les entrepreneurs, surtout, qui rencontrent beaucoup de difficultés parce que certaines activités sont au ralenti. Et donc, on a hâte que tout ça se termine enfin. Exactement. Espérons que ça termine. D'autre côté, nous avons, je vais commencer, il y a déjà des invités qui commencent à rejoindre notre conversation. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à notre table de conversation des femmes entrepreneuses Europe-Afrique. Aujourd'hui, nous avons parmi nous de grandes dames comme invitées. Nous avons Madame Dora Ilunga. Madame Dora Ilunga est chefine en charge d'emploi, formation, affaires sociales, relations internationales et tourisme à la maison communale de Saint-Josse. Bonsoir Madame Dora, sois la bienvenue. Bonsoir Isabelle. Je continue. Nous avons aussi Madame Chaba Iavo, si je ne me trompe, si je ne sais pas. C'est très bien. Exactement, merci. Docteur en sciences, chercheur en sciences de gestion et expert en stratégie en communication. C'est ça. Comme j'ai dit, j'ai deux grandes dames devant moi et pour moi, c'est toujours un plaisir de partager notre table de conversation avec des femmes d'Afrique qui ont un pouvoir incroyable. Madame Dora Ilunga, je commence par vous. Qui êtes-vous exactement? Alors, rebonsoir à mes deux compatriotes, je vais dire ça au niveau continent africain. Hein. On est tous du même continent d'origine en tout cas. On est maintenant, Isabelle et moi, à l'étranger où on évolue, mais on n'oublie pas nos racines. Et donc, moi, je suis d'origine congolaise, donc Congo-Kinshasa, l'autre. Je suis arrivé en Belgique assez jeune. J'ai eu l'occasion de faire un parcours quand même exceptionnel, hein, parce que je pense que c'est pas aussi simple. J'ai eu beaucoup de chance pour pouvoir atteindre les niveaux où je suis actuellement. Donc actuellement, je suis échevine de l'emploi et de comme elle a dit, d'une série de matières, donc la formation, l'emploi, et ensuite le tourisme, les relations internationales, les affaires sociales aussi. Alors, c'est échevine, c'est adjoint au maire, on dit dans certains pays, ou vice-bourgmestre, on dit dans d'autres. Et donc, je suis donc une élue locale et je suis sur cette commune du centre de Bruxelles
élu depuis 20 ans. Donc, j'ai commencé ma première campagne électorale en 2000. Depuis 20 ans, ça fait une Ça vie. passe vite, hein? Chaque jour, je me gratte pour me réveiller et me dire, c'est pas possible, quand est-ce que c'est passé? Il y Et a aussi donc, une voilà. question qu'on me dise, à quel âge commençait Madame Echevine? Elle est aussi jeune. Mais on ne demande jamais l'âge aux dames. Non, mais disons que j'ai fait quand même des études ici aussi. Hein. Donc, le temps de faire des études, de terminer. Donc, je pense que j'ai vraiment commencé une vraie carrière autour de environ 30 ans. Hein. Oh, ça Un fait... peu, même un peu avant, un peu plus tôt même. Vers déjà 25 ans, j'étais déjà assez engagé. OK. Assez engagé au milieu de Oui, la... au niveau policier à Saint-Josse, à OK. 25 ans, ouais. On va dire oui, Wow. 25 ans. La carrière totale, c'est 25 ans. J'ai commencé à 25 ans environ. Magnifique. Et donc, Nous allons... voilà. Et donc, je ne sais faire que ça en fait. Hein. Il ne faut rien me demander d'autre. C'est déjà beaucoup, hein? J'ai déjà Voilà. beaucoup. Mais Quand je comme je dis, regarde c'est ici le CV. exceptionnel. C'est exceptionnel, le parcours exceptionnel. J'en suis consciente. C'est pas facile. Pourquoi exceptionnel? Exceptionnel, ça veut dire que c'est des parcours assez typiques qui sont aussi des parcours d'opportunité, un peu de chance, on va dire ça comme ça, être au bon endroit au bon moment et avec les bonnes personnes. Il y a aussi un travail derrière, bien évidemment. Il y a aussi des objectifs, des plans d'action derrière, c'est vrai. Mais tout ça mis ensemble, ça fait un peu le menu. Et donc, ce n'est pas donné facilement de pouvoir avancer aussi haut dans la société, dans une société où on est en plus d'origine étrangère, c'est pas aussi simple. Et surtout une femme. Surtout une femme, en plus à 25 ans quand on commence, on n'est pas très crédible. Donc tu es jeune, tu es femme et tu es d'origine étrangère. Ici, on appelle ça c'est les personnes à risque. On va dire là, Echevine Dora utilisait la résilience pour pouvoir rester pendant 30 ans à faire sa carrière, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vraiment un travail de 20 ans, vraiment d'apprentissage, comment dire ça, des combats aussi, des fois des découragements, des fois voilà, on a envie de laisser tomber parce qu'on ne sait pas comment on va faire, mais on se relève, on continue. Et puis on voit les effets les effets de ces actions et des projets menés autour de nous, ça nous donne du courage, on se relève, on continue. Et puis, on a aussi des coachs hein, qui sont plus hauts que nous. Moi, j'ai eu notamment des bourgmestres comme coach. J'ai travaillé aussi dans un cabinet ministériel. Donc, j'ai une ministre, la vice-première ministre, qui était aussi mon coach à un moment, qui m'a donné ma chance aussi. Donc, toutes ces personnes attendent beaucoup de toi. Donc, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Tu ne peux pas baisser les bras. Tu dois être là pour répondre à la confiance qu'ils t'ont faite. OK. Magnifique. Nous allons continuer. Je pense que ce soir, nous allons beaucoup apprendre avec l'Échevine Dora Ilunga. Là, je continue avec Dr Chaba, qui va aussi nous dire un peu plus à propos de son parcours professionnel. Bonsoir encore, Isabelle. Je tiens d'abord à féliciter Madame Dora parce que je vois que c'est une vraie grande dame, comme on le dit, et je suis vraiment honorée d'être à cette table virtuelle avec vous parce que là, je pense que vous êtes comme un mentor pour nous qui sont encore peut-être un peu plus jeunes, qui ont encore peut-être encore moins d'expérience que vous. Et j'espère aussi, après la conférence, apprendre encore un peu plus avec vous. Et je suis vraiment honorée d'être à cette table avec vous. Donc, félicitations et merci de l'honneur que vous me faites d'être à vos côtés ce soir. Non, merci Donc, à vous. J'apprends beaucoup de vous. J'ai eu beaucoup de projets avec Isabelle, qui était pas loin de ma commune, hein, qui est une grande femme d'affaires aussi.
Donc, c'est bien, il y a les affaires, la politique et les sciences. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et merci à Isabelle, la très grande présidente de l'Association des femmes entrepreneurs Europe-Afrique. Tout de suite, quand elle m'a contactée, j'ai accepté parce que je lui ai dit il s'agit de femmes, il s'agit déjà de femmes qui veulent réussir ensemble. Moi, je ne peux pas refuser une telle opportunité. Pour moi, c'est une excellente initiative. Merci Donc, beaucoup. je suis docteur Chaba Yavo, épouse Bikenga. Je suis d'origine ivoirienne, mais je réside de façon permanente au Sénégal actuellement. Mais il faut dire que je suis plus en 3 pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Sénégal. Et donc, j'étais au Burkina avant de venir ici et actuellement, on a des projets dans ce pays. Donc, ce qui fait que je reste de façon permanente entre ces 3 pays. Et donc, j'ai aussi un parcours, moi, je dirais atypique. C'est vrai que c'est 10 années d'expérience, mais aussi, j'ai commencé très jeune. J'avoue que j'ai commencé très jeune. Bon, je suis toujours dans l'âge voilà, de la jeunesse. Hein. Je me considère comme une jeune entrepreneur, donc il y a encore beaucoup à apprendre. Atypique parce qu'effectivement, je suis actuellement universitaire de profession, donc j'enseigne, je fais la recherche, mais l'entrepreneuriat et le leadership, c'est ma passion d'enfance. J'ai toujours rêvé d'entreprendre. Moi, j'ai toujours dit que l'entrepreneuriat était plutôt une philosophie, pas un métier. Donc, je resterai toujours entrepreneur, peu importe le métier que je choisirai. Moi, c'est très important et surtout pour le continent africain, parce qu'on a tellement de problèmes à résoudre. Et je dis toujours que l'entrepreneur, en fait, c'est la personne qui a la recherche des solutions. Donc, je me définis effectivement comme une entrepreneur. J'ai depuis plus de 8 ans, je gère une entreprise familiale dans le BTP. Dans la suite, moi-même, j'ai ouvert mon cabinet de conseil. J'ai investi dans pas mal de secteurs comme la distribution de produits. Là, je suis en train d'aller vers l'industrie. Et donc, c'est pour dire que oui, j'enseigne, je fais la recherche, donc je suis scientifique, mais j'aime beaucoup le terrain. Et aussi, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes de 18 à 35 ans, notamment. J'ai créé un groupe que j'appelle des entrepreneurs passionnés, donc des jeunes de 18 à 35 ans avec qui on partage beaucoup, on apprend beaucoup, on se forme, on continue d'apprendre parce que le secteur est difficile. Aussi, je fais la promotion de l'éducation des filles parce que je me rends compte que c'est difficile pour une femme en Afrique de réussir. Soyons sincères. Et surtout là, dans le domaine du docteur Chaba, qui est scientifique, est-ce qu'il y en a beaucoup de jeunes qui adhèrent à ce côté scientifique? Non. Les gens trouvent que c'est difficile déjà de faire de longues études, d'aller jusqu'au doctorat. Ils trouvent que ils n'ont pas vraiment, les gens ne sont pas vraiment patients déjà. Je dirais que les conditions aussi ne sont pas faciles. Les parents ont déjà des difficultés pour payer les études dans les business schools pour les études, pour leurs enfants. Donc après, par exemple, pour une fille, on va lui dire de se marier en Afrique. Moi, je lui dis, j'ai des parents intellectuels, mais je sais comment ça a été très difficile pour moi de faire le doctorat, surtout que je me suis mariée très jeune.
à 22 ans. Et donc, j'étais déjà mère de famille, j'avais déjà 2 enfants en charge quand je travaillais, quand je gérais l'entreprise et en même temps, je rédigeais mon doctorat. Donc, je pense que j'ai pu me rendre compte des difficultés et on me disait que c'était impossible et qu'il fallait faire un choix. Certaines personnes me disaient qu'il fallait rester avec les enfants, il fallait rester dans le foyer comme une bonne femme. Bon, voilà, donc je pense que le contexte est difficile et puis il y a la pauvreté aussi. Et donc, bon, ce qui rend difficile le choix de certaines personnes pour des filières scientifiques, par exemple. Oui. En fait, en plein siècle XXI, je pense que c'est une injustice d'obliger les filles à se marier jeunes. C'est quelque chose que ça me casse complètement le cœur. Je ne sais pas si un jour nous puissions trouver une solution, mais c'est catastrophique. C'est quand même assez triste que les filles ne peuvent pas avancer dans les études. Madame Echevine, en parlant de formation, là, nous parlons par exemple que les filles n'ont pas, comme j'avais dit, la possibilité d'avancer dans les études. Est-ce que être échevine en Europe, je veux poser la question, est-ce que Madame Echevine fait de partenariats avec les écoles pour aider notre jeune fille à nous en Afrique pour pouvoir avancer dans les études, par exemple? C'est normal? Oui. Voilà, donc c'était une remarque qu'on m'a envoyée par message, que on ne voit pas on ne voit pas nous qui parlons. Ah, ok, ok. Les gens ne nous voient pas, ils ne nous voient pas. Mais moi, je vois super bien ici. Ouais, mais sur Facebook, ils écrivent qu'on ne voit pas les gens qui parlent. C'est bizarre. Ouais, regarde un peu sur Facebook. Non, pourtant, je vois super bien ici. Et sur Facebook? Attends, je vais une fois vérifier, mais tout OK de notre sur côté. Facebook, les gens sont en train d'écrire, on ne voit pas les parleurs, les speakers. Attends un petit instant, je vais vite vérifier. Non, c'est bon, c'est OK. OK, ça va. C'est OK. C'est réglé alors. Voilà. Donc, Ouais. la question de la formation des jeunes filles est très importante, puisque déjà, ma chère amie scientifique ne me contredira pas. Les filles choisissent déjà à la base des études très différentes des garçons. Ce qui commence déjà en bas âge avec une discrimination qui après coûte cher aux femmes. Par exemple, on retrouvera beaucoup de filles qui font des études littéraires, des études qui mènent vers souvent des métiers qu'on dit concrets, pratiques, très féminisés, et les garçons qui vont dans des filières scientifiques, des filières de gestion, de management, des filières où il y a beaucoup de chiffres. Et ça, c'est un problème, puisqu'à la sortie, il y a déjà une discrimination, puisque les postes à responsabilité où il y a du management, où il y a de la gestion, sont pris par les hommes. Et pourquoi? Et pourquoi, Chevine? Les filles dans des postes plus d'exécution, à des niveaux plus bas, et ça, c'est pas bon. Et donc, je suis vraiment très, très axé sur la formation. Je pense que la formation est très importante. Je suis, moi, présidente de la mission locale de Saint-Josse. Alors, la mission locale de Saint-Josse, c'est un organisme qui travaille à l'insertion socio-professionnelle des demandeurs d'emploi, notamment via la formation. C'est-à-dire qu'on a une cellule où on essaie de voir quels sont les métiers qui sont d'actualité, les métiers où on recherche des personnes. On essaie de voir quels sont les métiers d'avenir aussi qui vont avoir un potentiel et on propose aux demandeurs d'emploi, femmes comprises, de pouvoir intégrer ces formations, souvent des formations courtes, rapides et vraiment avec à la clé
une insertion directe socio-professionnelle. On a également des mini-structures dans la grande structure qui sont des structures d'insertion par le travail. C'est-à-dire que, par exemple, dans les bâtiments ou les espaces verts, les personnes qui sont inscrites ont des formations, par exemple, 2 jours par semaine ou 1 jour par semaine, et les restes, ils sont sur les terrains, ils pratiquent le métier. Donc, ils apprennent sur les terrains. On a une autre structure qui s'appelle Atout Ménage, l'autre c'était le STIC. On a une autre structure qui s'appelle Atout Ménage, et cette structure forme là il y a beaucoup de femmes, forme les femmes qui veulent travailler dans l'aide ménagère. Donc ces femmes souvent travaillaient au noir, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas une reconnaissance ni un contrat. Et donc, du coup, elles se faisaient exploiter, elles ne pouvaient pas prendre des vacances payées, elles ne pouvaient pas amener des fiches de paie à la banque pour éventuellement acheter un logement. Donc, c'était un gros problème. Donc, on a créé cette structure avec l'aide évidemment des structures au-dessus de nous qui nous financent pour pouvoir mettre au travail ces femmes. Elles ont un contrat. Elles peuvent réaliser donc leur métier chez des particuliers avec un contrat de travail, avec des vacances, des jours de vacances payés, des jours de maladie couverts. Donc, c'est tout un autre statut pour ces femmes qui étaient dans une situation très précaire. Et là, nous avons une insertion des femmes qui est vraiment importante à notifier. Donc, comme vous voyez, cette mission locale, c'est plus de 100 personnes. Donc, je préside le conseil d'administration et notre deuxième acte après la mise en emploi, vraiment la mise dans la formation. Maintenant, par exemple, la formation qui est d'actualité, c'est la formation d'auxiliaire de l'enfance. Donc, ce sont toutes ces personnes qui vont travailler dans les crèches, dans les écoles, et donc avec les enfants et spécialement la petite enfance. Donc, ça, ce sont des formations importantes pour les femmes au niveau qui nous concerne, c'est-à-dire des personnes souvent qui n'ont pas les diplômes secondaires ou qui n'ont même pas les diplômes du secondaire inférieur. Au-delà de ça, on a plusieurs écoles, institutions qui s'occupent de la formation au-delà du secondaire. Et là, on a ici pas loin, à 2 minutes de la commune, une grande école d'un supérieur qui aussi s'occupe des formations. Et là, nous recevons beaucoup d'élèves de ces écoles pour pouvoir faire des stages chez nous, pour encourager leur réinsertion après dans la vie active. De temps en temps, nous donnons aussi des conférences où nous prenons la parole à des activités. Dernièrement, j'ai pris la parole aussi à une de leurs conférences pour encourager justement toutes ces formations. Donc, ça, ce sont des moyens que, à mon niveau communal, je mets en place pour pouvoir gérer la formation en général, mais aussi la formation des jeunes filles en particulier. OK. Et Chevine, est-ce que, comme j'ai posé la question à tantôt, est-ce que la commune Saint-Josse fait des partenariats avec des écoles en Afrique pour pouvoir aider les femmes à venir se former en Europe? Ça, on n'a pas encore eu ce type de demande au niveau des écoles, mais il faut savoir que j'ai aussi en charge la coopération internationale. Et donc, la coopération internationale chez nous, on a quelques pays avec lesquels on travaille directement, puisque ces pays, nous sommes jumelés avec. Donc, on a des jumelages. Actuellement, on a 7 pays avec lesquels on a des jumelages et on mène avec eux des projets de coopération internationale de différentes sortes. Et dans un des projets au Maroc, par exemple, on travaille avec la coopération communale internationale. Et là, on a tout un programme de formation, notamment la formation des personnes qui travaillent dans tout ce qui est action sociale. Et là, nous avons eu l'occasion de mettre en place des bibliothèques, des centres sociaux. Et là, c'est important d'avoir aussi un encadrement des jeunes filles. Et là, c'est vrai que nous formons des jeunes filles qui suivent tout un parcours dans le social. À côté de cela aussi, nous avons dans certains villages des jeunes qui ne savent pas faire le parcours à pied, puisque c'est loin de chez eux l'école. Et là, nous avons financé, nous continuons de financer des espèces d'internats. Ce sont des institutions qui ont un internat, mais aussi qui représentent un peu le cocon familial que les enfants n'ont pas
puisqu'ils viennent de loin, on les loge sur place, pas loin de l'école, pour pouvoir suivre un enseignement assez rapidement et dans les meilleures conditions. Donc là, nous finançons ce type de centres-là. Donc des centres d'hébergement pour des jeunes qui viennent des zones urbaines ou des zones à difficulté. Mais là, nous recevons les subsides de la région comme coopération internationale communale. Ça, effectivement, c'est un exemple. Mais nous espérons continuer à travailler. Nous venons de signer, il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre, un accord de jumelage avec une des communes à Kinshasa, la commune de Selembao. Et là, nous espérons faire plusieurs projets avec eux. Actuellement, nous sommes vraiment au début, donc nous n'avons pas encore établi dans un cadre ce que nous allons réaliser ensemble. OK. Dans notre diaspora à Bruxelles, surtout là, nous parlons des femmes africaines, l'intégration, comment ça se passe? Est-ce que vous sentez que notre communauté, les femmes, sont assez, comme je vais dire, assez entrepreneuses ou pas du tout? Non, non, les femmes sont généralement entrepreneuses. J'avais à l'époque travaillé avec une structure d'accompagnement justement de l'entrepreneuriat des femmes pendant très longtemps avant de m'engager complètement 100% en politique. Et j'ai eu l'occasion donc de rencontrer énormément de femmes de la diaspora pendant cette période-là. Et il y a beaucoup de femmes qui sont engagées dans la diaspora africaine ici à Bruxelles ou en Belgique en général, et qui font un travail formidable, qui font toute une série d'activités en termes de services ou de produits qui marchent très bien. Mais comme vous l'avez dit en entrée des jeux de cette rencontre, il y a énormément de besoins, il y a énormément de lacunes aussi malheureusement à combler. Et ces lacunes se résument toujours aux mêmes choses. Pour aller rapidement, on rencontre des soucis. D'abord, le premier souci, c'est la vie privée. La diaspora qui arrive ici, souvent, quand on se marie, il faut l'accord du mari, il faut changer un peu ses horaires, puisque quand on est entrepreneur, si on a un salon de coiffure, par exemple, on n'a pas vraiment des horaires classiques. On commence des fois très tôt et on termine très tard. Si vous n'avez pas un mari qui est aidant ou une famille qui aide ou des amis, c'est ingérable avec une famille. Donc, et là, nous parlons de femmes entrepreneuses résidant en Europe, qui ont ces problèmes aussi de... Oui, ils ont un problème puisque les hommes, généralement, gardent encore la culture masculine du pays d'origine pour beaucoup, où voilà, c'est l'homme qui doit aller chercher les moyens financiers. Et la femme, si elle le fait, ça doit concorder avec ses horaires des mères et des femmes. Donc, il y a le problème, pas que pour l'Afrique, hein, c'est la double vie des femmes pour même les Européennes ici. Hein. On a tous des sujets sur la table puisqu'on n'arrive pas des fois à combiner les deux vies, la vie professionnelle et la vie privée de manière équilibrée. C'est des choix permanents et ça crée des problèmes, des divorces, des problèmes aussi avec les enfants qui sont seuls, qui se sentent abandonnés. Donc ça, c'est un vrai problème et dans les communautés africaines, il est multiplié par deux parce que culturellement, la femme doit pouvoir s'occuper de la famille et l'homme un peu moins. Donc ça crée un gros problème pour les femmes qui s'engagent. Souvent, elles abandonnent. L'autre raison, c'est les réseaux. Les femmes manquent des réseaux. Pour être une bonne femme d'affaires, il faut des réseaux. Et les réseaux, comment tu les travailles? C'est en te rendant des activités, des événements, des lieux, entre guillemets, qui souvent ouvrent ou se réalisent le soir, dans les soirées. Ça veut dire qu'il faut encore négocier avec la famille, la maison, le mari pour aller rencontrer des potentiels investisseurs ou des potentiels partenaires. Donc ça aussi, c'est un souci. Il y a la connaissance aussi, où je dois aller m'informer pour dans quel club, dans quel secteur, avec quel réseau. Ça posait un problème pour ces femmes. On a parlé de la formation. Beaucoup de femmes, comme on a dit, ne vont pas très loin dans la formation pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Ça fait qu'on se retrouve avec des femmes qui démarrent des activités souvent sans la formation adéquate. On sait très bien que connaître, pouvoir... Sans la formation, et souvent, quand je vais dire, une caisse de départ. Voilà, ça, je vais y venir aussi.
Donc, la formation est un problème. L'autre problème, donc, comme vous le dites, c'est l'argent, hein, les nerfs de la guerre. Et les femmes ont des soucis à ce niveau-là parce que d'abord, il faut économiser. Pour économiser, il faut une carrière quand même et travailler à un bon poste, ce qui n'est pas encore le cas pour les raisons qu'on a évoquées. Donc, elles démarrent souvent de manière assez précaire. Les banques ne font pas confiance aux femmes pour les mêmes raisons. Souvent, elles ne gagnent pas assez, ou alors le mari a un œil sur l'argent, donc il faut négocier à chaque fois, ou alors le fait qu'on n'a pas été assez loin dans les études, on ne peut pas occuper des postes qui permettent un salaire conséquent pour pouvoir économiser et investir. Donc tout ça, ça fait un problème. L'image de la femme aussi. La femme, on la considère encore dans nos sociétés, et même spécialement les sociétés africaines, comme quelqu'un qui a besoin d'un parrainage, qui doit être sous tutelle, soit du mari, soit des parents, qui est émotionnel, qui ne sait pas maîtriser ses émotions, être carré et gérer son entreprise avec un self-control. Donc tout ça fait que son image joue sur la crédibilité et au niveau des banques, au niveau des partenaires, au niveau des investisseurs, ça pose aussi un problème. Échevine, excuse-moi, vous êtes entouré par des femmes européennes et des femmes africaines. Est-ce que vous sentez ça, tous ces problèmes, dans le milieu de la femme européenne aussi? Oui, chez les femmes aussi européennes, il y a aussi des soucis. Hein. Vous savez, ici, il y a peut-être moins. Hein. La femme a quand même un statut différent. Hein. On est quand même un peu plus libre, on va dire, entre guillemets. Et on a un long combat d'égalité derrière qui permet quand même de pouvoir trouver des femmes. Mais on a encore l'obligation de faire certaines lois pour pouvoir avoir, par exemple, les nombres égaux des femmes dans des conseils d'administration. On a dû faire des lois pour avoir des nombres de femmes et d'hommes en égalité pour les listes des élections, par exemple, hein, pour pouvoir faire des directs, comme on dit, un homme, une femme, sinon les femmes ne s'engageaient pas. On a dans plusieurs secteurs, on a le gouvernement a dû mettre la main à la pâte pour que les femmes soient représentées. Les femmes, comme je disais tout à l'heure, ont encore ces problèmes ici de la double vie des femmes. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir combiner sa vie privée avec sa vie professionnelle et on joue sur les deux en permanence. Et les femmes, on est assez perfectionnistes, on veut tout faire bien, on veut être parfaite à la maison et parfaite au travail. Les hommes ne pensent pas comme ça. Les hommes, quand il est au travail, il est parfait au travail, il pense au travail. Les femmes, au travail, j'ai posé la question à certaines femmes, elles me disaient, pendant que je suis au travail, je pense encore aux courses que je dois aller faire, qu'il n'y a plus de riz à la maison, que je dois appeler la maîtresse des tels. Tout ça, ça fait que la femme se retrouve des fois épuisée à mener des combats plus nombreux que l'homme. Du coup, l'homme a toujours une avance sur ça. Les femmes, quand elles ont un certain niveau de pouvoir, on a des missions de travail. Combien de femmes peuvent partir en mission calmement, comme les hommes, sans s'inquiéter de la maison qui est restée et qui doit continuer à tourner et qui reviennent et qui retrouvent un chaos tellement compliqué qu'après, quand on leur propose une autre mission, elles ne veulent plus y aller. Du coup, l'employeur n'a plus envie de lui donner des responsabilités. Donc ça, c'est tous les conflits entre la vie privée et la vie professionnelle. On retrouve ici aussi, dans nos sociétés occidentales, que les femmes qui ont des postes à responsabilité, qui réussissent leur carrière, sont souvent soit seules, soit divorcées, soit elles ont choisi de mettre leur carrière en avant, la vie privée en pâtit. Et ça, ce n'est pas normal. Donc ici, énormément d'associations des femmes. Ici, on a par exemple un centre Amazon qui s'occupe de tous ces types de problématiques. On a l'Institut de l'égalité hommes-femmes. Ce sont des institutions qui travaillent tout ça et qui permettent de trouver des solutions pour organiser un peu mieux cette double vie professionnelle et privée, avec par exemple plus de crèches, plus de soutien aux mères, par exemple, avec des services pour pouvoir faciliter la tâche, des sensibilisations aux hommes aussi pour qu'ils puissent prendre part à la vie familiale, les congés de paternité, par exemple, qu'on a élargi, qu'on est en train de mettre comme les femmes pour qu'elles puissent, les hommes puissent prendre aussi ce type de responsabilités, et ainsi de suite. Il y a toute une sensibilisation pour que ces problématiques soient réglées à la base. Ok. Et on en est encore loin. Ok. Là, je continue avec Dr Chaba. Il y a aussi, l'égalité entre la femme et les hommes n'est pas simplement un droit humain fondamental. C'est aussi la pierre angulaire d'une économie prospère, moderne et porteuse
d'une croissance pour l'avenir. Est-ce que vous êtes d'accord, Dr. Chaba, avec ça? Oui, je suis parfaitement d'accord avec cette assertion. Pour moi, déjà, pourquoi? Parce qu'on est tous des humains. Moi, je dis toujours, on est tous des humains et être femme ou homme n'est pas forcément synonyme de plus d'intelligence ou de moins d'intelligence ou de plus de compétences ou moins de compétences. Donc, l'égalité, pour moi, c'est un droit fondamental déjà parce qu'on est tous humains. Et donc, on a tous le droit d'être respectés, d'être acceptés, d'avoir sa place, de mériter certains postes au vu de nos compétences, de pouvoir s'épanouir dans le milieu social où nous sommes et surtout voilà, de pouvoir participer de façon active au développement de nos sociétés. Donc, pourquoi exclure une partie de la population? Je ne suis pas d'accord. Donc, je suis parfaitement d'accord avec votre acception, Mme Isabelle. OK. Docteur Chaba, ici, il y a une question pour vous. Avez-vous, de le départ, une idée très précise de votre projet? Ça, c'est une très belle question. Je pense que depuis la classe de première, donc le lycée, je savais très bien ce que je voulais. Et je me rappelle, bon, là, j'ai retrouvé un document que j'avais écrit en 2009. En 2009, donc j'étais déjà à l'université, je pense que je venais de terminer ma licence. Et j'avais écrit clairement ce que je voulais faire et là où je voulais aller. Et donc, ça fait plus de 10 ans. Et je me suis rendu compte que je suis restée fidèle à ce que j'avais planifié. Et je me suis dit, c'est ce qui manque sûrement à certains jeunes Africains, à certaines jeunes personnes qui veulent atteindre leurs objectifs. Il leur manque souvent une vision, un plan d'action et savoir précisément ce qu'ils veulent faire. Et après, je pense que les difficultés de la vie ne doivent pas les empêcher de réaliser leurs objectifs. Et bon, c'est pour ça que j'ai choisi après de me spécialiser même en stratégie pour accompagner, que ce soit les entrepreneurs ou aussi des personnes de façon individuelle, pour les accompagner à définir leur vision, leur plan d'action et à pouvoir atteindre leurs objectifs comme se sont fixés dès le départ, même s'ils rencontrent des difficultés à ne pas abandonner. Donc, je peux vous dire clairement oui. C'est magnifique. Alors, je pense que c'est une très bonne partage. Avant de se lancer à quelque chose, il faut être sûr. Il faut avoir une bonne structure. C'est ça. C'est l'une des choses les plus importantes. L'une des choses les plus importantes, avoir une vision, savoir ce qu'on veut et un plan d'action. Êtes-vous satisfaite? À moitié, oui. à moitié, oui. Pourquoi la moitié? L'autre moitié, c'est… À moitié, oui, parce que on ne finit jamais. On ne finit jamais d'apprendre. Et j'ai encore des rêves encore plus grands. J'ai encore des rêves encore plus grands. Et voilà, donc à moitié, oui, parce que j'ai rencontré, j'ai quitté mon pays en 2008 et ça fait 13 ans que je vis vraiment beaucoup de choses que je n'avais pas prévues forcément. J'ai rencontré pas mal de difficultés, mais aussi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été bien encadrée, j'ai aussi eu un milieu propice. Là, je travaille dans une institution quand même assez importante en Afrique de l'Ouest et en Afrique. Donc, voilà, je peux dire pour une jeune entrepreneur, une jeune femme, j'ai eu beaucoup de chance. Donc, oui, je suis satisfaite à moitié, mais j'ai encore de grands rêves. Et
Donc, voilà. Docteur Chaba, comment est-ce que vous voyez l'avenir des jeunes filles africaines dans 10 ans? Dans 10 ans, je pense que ça sera mieux que maintenant. Et maintenant aussi, c'est clair que il y a eu beaucoup de choses qui ont avancé quand même. Même s'il en reste, on évolue. On évolue avec une classe moyenne quand même qui émerge de plus en plus dans nos régions. Il y a de plus en plus de femmes instruites. Il y a de plus en plus de femmes qui savent ce qu'elles veulent, de réseaux de femmes. Voilà l'association des femmes entrepreneurs Europe-Afrique. Voilà où il y a des Africaines qui participent. Et il y a d'autres réseaux. Donc, je pense que les femmes, de plus en plus, sont en train de s'émanciper, c'est clair. C'est pas forcément une question de féminisme, mais je pense que c'est une question aussi de pouvoir aussi montrer au monde qu'elles sont capables. On leur fait confiance de plus en plus, on leur donne des responsabilités. Et je pense que lorsqu'on regarde les performances de certaines femmes entrepreneurs ici en Afrique, certaines femmes dans les entreprises, dans les institutions, on voit qu'elles ont leur place, pas parce qu'elles ont eu des faveurs, mais parce qu'elles le méritent, parce qu'elles sont compétentes. Donc, moi, je pense que dans 10 ans encore, on aura de plus en plus de femmes là où il faut, mais il faut travailler, il faut continuer de travailler. Okay. C'est quoi pour vous une femme entrepreneuse de succès? Pardon? C'est quoi pour vous être une femme entrepreneuse de succès? Une femme qui a su faire une bonne carrière dans les milieux d'entrepreneuriat? Pour moi, une bonne femme entrepreneur, c'est une femme déjà qui a une vision. Je mets toujours l'accent là-dessus parce que pour moi, c'est le plus important. Donc, qui a une vision, qui sait là où elle va. Et donc, les femmes à succès, effectivement, les femmes entrepreneurs qui ont réussi, elles vous diront, je savais clairement il y a 10 ans, là où je voulais aller, et je me suis donné les moyens de réussir. Donc, ça, c'est important. C'est une femme aussi qui est bien formée. Parce que de plus en plus, avec la facilité, le monde des relations, certaines personnes pensent qu'on n'a pas besoin forcément d'étudier ou de se former pour avoir certaines faveurs. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. Il faut qu'une femme qui réussit dans ce milieu-là doit être bien formée parce qu'elle doit être compétente. Elle doit pas. En fait, il y a pas dans le monde des affaires, il n'y a pas une question de femme ou d'homme. Vous êtes compétente ou vous ne l'êtes pas. Donc, elle doit être bien formée. Et aussi, donc, en dernière position, peut-être pour résumer, elle doit pouvoir concilier, comme l'a dit Léchevin, sa vie professionnelle et sa vie privée. Voilà, on a des enfants, on est mariés, mais on doit s'organiser, on doit savoir gérer notre temps, on doit savoir gérer les priorités pour effectivement atteindre nos objectifs. OK. Ici, il y a une question. Professionnellement, quelles sont vos ambitions aujourd'hui et pour l'avenir? Ça sont des questions qu'on me dit pour vous poser. Au niveau professionnel, bon, quelles déjà… sont vos ambitions aujourd'hui et pour l'avenir? Et pour l'avenir. Ah, ben là, ça, c'est… Est-ce que je dois dévoiler tous mes secrets? C'est une table ronde. Je vais être franche. J'ai un parcours atypique parce que moi, j'ai pratiquement 3 grands domaines dans lesquels j'évolue, pour résumer. J'ai l'enseignement et la recherche. Donc, je continue d'avancer. Là, je suis passée maître assistante, donc ça veut dire qu'il va falloir passer à l'agrégation, la titularisation. Je veux évoluer dans ma carrière d'enseignante-chercheur parce que je me dis qu'il faut aller au bout de ce qu'on fait, ce qu'on a commencé. Donc, je vais avancer aussi dans cette carrière. Il y a ma carrière d'entrepreneur. Oui, pour moi, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un métier, c'est une philosophie. Je vais continuer de créer des entreprises.
je vais continuer de développer des activités. Et un secteur notamment qui m'intéresse bien, c'est l'industrie. Et donc, pour moi aussi, ça me fera des cas pratiques à enseigner. Et donc, c'est important pour moi, effectivement, de développer mes entreprises, de m'internationaliser, donc d'avoir des activités un peu en Afrique, pourquoi pas en Europe aussi. J'aimerais effectivement découvrir des opportunités dans ces pays. Donc, troisième élément, c'est le côté philanthropique. Donc, j'aimerais encore travailler un peu plus sur la question de l'éducation, notamment pour les filles. Et voilà, j'ai des projets dans ce sens-là, un centre qui va accueillir des jeunes. Déjà, pour moi, la base, le primaire, le préscolaire, et voilà, un accompagnement, une fondation que j'ai créée, mais qui est encore à ses débuts, qui va accompagner les jeunes filles pour des études supérieures. Donc, j'ai commencé à faire un peu de coaching et tout. Donc, j'aimerais effectivement que ce soit développé. Donc, voilà ce que je peux résumer. Et voilà, bon, après, je veux servir aussi mon pays, je veux servir mon continent. Donc, on verra dans la suite ce que ça va donner. Parfait. Nous avons ici une question pour Chevine Dora Ilunga. Les gens ils sont super impressionnés par votre parcours. Il pose une question. Si vous avez une femme de référence africaine. Africaine. Exactement. Une femme, oula, c'est un peu difficile parce que ça fait des années que je ne suis plus. Si vous avez une femme de référence africaine. Oula. Que cette femme soit votre inspiration, en fait. Voilà. Parce que les gens ils disent, waouh, quel parcours. Est-ce que les Chevines, il y a une femme de référence, elle a une aspiration, une femme qui donne l'inspiration de faire des choses aussi bien. Non, moi, malheureusement, j'ai un homme qui m'inspire pour le moment, c'est mon maire, mon bourgmestre. Okay. C'est quelqu'un d'exceptionnel, qui est dynamique, qui a des projets intéressants, exceptionnels, et c'est vraiment mon inspiration directe actuellement. Nous travaillons sur, vous savez qu'en Belgique, on est dans le Covid jusque-là. Hein, on a vraiment des cas qui sont des cas quotidiens. On doit gérer ça au quotidien. Donc, on est vraiment, moi j'ai les affaires sociales et la santé. Donc, je suis vraiment au feu là de l'action. C'était d'ailleurs très difficile de pouvoir organiser ça. Hein. Tu t'en souviens, Isabelle? Parce que tous les jours, on est aux aguets, on contrôle les taux de mortalité, on contrôle les taux d'infestation de nos habitants et on met en place des politiques tous les jours pour pouvoir gérer cette crise Covid. Et là, on est autour de -5, -6 degrés. Donc, c'est vraiment la grosse, le gros hiver, on est en plein dedans. Donc, tout ça, ce sont des défis actuellement à gérer qui ne sont pas évidents. Et avoir comme ça quelqu'un devant moi qui est comme une inspiration et comme un exemple et qui tire, comme on dit, le train, c'est très important. Donc, actuellement, c'est plus un homme. Il faudrait peut-être que je regarde autour pour trouver des femmes. Mais bon. Dans son équipe, il y a l'égalité. Il y a 4 femmes et 4 hommes, comme Eshiva, Eshwin ou adjoint au maire. On est 4 contre 4. Magnifique. Magnifique. Et Chevine, ici, là, notre question. Il y a John qui pose la question. Est-ce que Madame Lechevine, Madame Lechevine peut dire quelque chose pour encourager les filles qui veulent suivre une carrière politique? Oui, bien sûr. Je pense que c'est un peu la même chose partout. Hein. Je pense que notre ami, le docteur, c'est Chabat, hein, c'est ça? Oui, docteur Chabat. On ne se dira pas, les carrières, que ce soit dans la science ou dans la politique ou les affaires, ça demande toujours d'abord une bonne volonté, une détermination, parce qu'il y aura des obstacles, il y aura des problèmes à dépasser. Et donc, il faut d'abord à la base être volontaire, déterminé,
savoir qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut arriver et surtout pourquoi on veut faire ça. Quand on a des bonnes intentions, c'est-à-dire servir son prochain en politique, servir des causes bien précises, quand les soucis arrivent, quand les problèmes arrivent, quand les défis arrivent, on n'a qu'un seul objectif, c'est de les traverser pour continuer en voyant tout l'impact qu'on donne aux autres. Donc, il faut des bonnes intentions, une bonne détermination, mais aussi, comme je viens de le dire, des coachs, des parrains, des marraines. En politique, c'est très difficile d'avancer toute seule ou tout seul. Il faut trouver quelqu'un qui vous inspire, qui est déjà en politique et qui va vous servir un peu de guide. C'est important. Donc, moi, je vais vous expliquer dans mon cas, donc il y a le bourgmestre ici actuellement, mais il y a eu aussi la ministre auparavant. Ok. Echevine Ilunga, ici il y a une question aussi, comme pose la question, bon, c'est un peu, quelle est votre relation, hein, en sachant que vous occupez un poste assez important, c'est quelle la relation entre, la relation entre vous et les femmes africaines? Dans quel sens? La question n'est pas très précise. Bon, c'est ça comme. Bon, ça, c'est une bonne question. Hein. Ça, en sachant que les chevines occupent un poste assez important dans la société, surtout en Europe. Ici, on pose la question, c'est quoi votre relation entre vous et les femmes africaines? Vous avez de bonnes relations, vous aidez ces femmes sont de votre côté, souvent il y a la jalousie, souvent il y a la dispute, souvent il y a des idées, il y a des partages. Je pense que c'est dans ce sens-là que les gens veulent savoir. Oui, donc premièrement, c'est vrai que la question est pertinente puisque nous sommes élus ici pas que des Africains, hein, des Belges, des Turcs, des Marocains, des Espagnols, des Turcs, toutes les nationalités nous élisent. Donc, on travaille pour tout le monde, déjà à la base. Alors, dans ces groupes, il y a évidemment des Africaines. Donc, ce sont des femmes qui sont là. Je vous ai dit qu'on a signé dernièrement des accords. Donc, on a des groupes de femmes qui suivent tout ça, des femmes africaines. J'ai dit tout à l'heure que j'avais fait une structure d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs. Donc, dans ce cadre-là, j'ai rencontré beaucoup de femmes aussi. Je reçois dans mes permanences sociales ou dans des rendez-vous de projets des femmes africaines. Je suis invité souvent dans des conférences, des réunions. Maintenant, avec le Covid, c'est un peu compliqué depuis quelques mois. Mais je vais partager mon expérience, partager des encouragements, soutenir des initiatives. Je vais également monter certaines que je trouve très intéressantes, notamment où je me trouve, il y en a une qui me plaît énormément parce que j'ai eu confiance en elle. Elle est entrée ici et maintenant elle est chef de service et elle s'en sort très bien. Et ça fait plaisir. Et ainsi de suite. Les relations, c'est des relations classiques. Disons, moi, je n'entre pas non plus dans des jalousies, des choses comme ça. J'essaie de faire mon travail correctement, de rencontrer des femmes qui ont envie de se battre, qui ont des projets, qui ont envie d'avancer. Et les autres, j'espère simplement qu'elles nous suivront dans ces mouvements-là. Voilà. OK. Et là, encore une question, madame Echevine. Pourquoi que les femmes sont sous-représentées chez les créateurs d'entreprises et de l'emploi? Oui, c'est ça que j'ai expliqué un peu tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a cette vie privée qu'il faut jongler. Il y a les finances qui ne suivent pas. Il y a la formation qui n'est pas adéquate. Il y a la perfection des femmes. Les femmes veulent faire tout correctement, donc elles s'épuisent très vite. Alors que les hommes acceptent des fois qu'il y a un domaine qui va pâlir et ils l'assument. La femme va culpabiliser. Il y a aussi tous les côtés émotionnel, crédibilité, self-control. Les femmes doivent apprendre à se maîtriser, elles doivent apprendre à faire des choix, à les assumer, à traverser les obstacles, à ne pas abandonner facilement, et ainsi de suite, parce que l'éducation aussi pose problème. Les femmes, il faut qu'on se remette en question comment on éduque nos garçons, comment on éduque nos filles. Est-ce qu'on leur donne des outils, est-ce qu'on leur donne des moyens d'arriver à ce qu'ils veulent faire dans la vie, ou bien déjà quand ils sont petits, on éduque les garçons différemment pour en faire des princes, et puis les filles pour faire la ménagère du prince. Ça, tout ça, ça joue. Parce qu'après, on sent ça dans les futurs de toutes ces femmes.
Donc, il faut que la femme, quand elle travaille, quand elle crée une entreprise, elle ne doit plus se considérer uniquement comme une femme, mais être un chef d'entreprise et combler toutes ces lacunes qui l'empêchent de pouvoir faire, si pas mieux, le même rendement que les hommes. Donc, c'est tout cet environnement-là qu'il faut travailler pour pouvoir arriver au même résultat. OK. Docteur Chaba, j'ai ici une question pour vous. Ici, ils disent, quelles sont aujourd'hui les réalités entrepreneuriales au féminin? En Afrique, Oui, en Afrique. déjà, il est important de dire qu'une femme sur 4 en Afrique est entrepreneur. Hein. Le pourcentage, je pense qu'en Afrique, on a le pourcentage le plus élevé de femmes entrepreneurs dans le monde. Donc, ce qui veut dire que les femmes africaines aiment entreprendre. Maintenant, les réalités, je peux dire, citer déjà l'accès au financement. On constate que les entreprises gérées par les femmes, les entreprises des femmes, reçoivent de moins en moins de financement, donc de façon relative. Hein. Donc, l'accès au financement, ça peut être déjà un élément dans le contexte qui rend difficile l'activité de ces femmes-là. Donc, les réalités, on peut dire aussi, je pense que si on veut comparer à l'Europe, qui est quand même un peu plus avancée sur ces questions-là, on n'a pas encore créé en Afrique un cadre qui favorise l'entrepreneuriat féminin. On en parle. Il y a des initiatives par-ci, par-là, mais pas vraiment un cadre propice aux activités des femmes. Moi, je pense qu'il faut effectivement des lois, il faut tout un cadre réglementaire pour pouvoir accompagner ces entrepreneurs-là. Donc, les réalités, c'est que, bon, elles veulent entreprendre, il y a de bonnes perspectives, mais elles sont heurtées à des difficultés, notamment pour le financement, le cadre propice même pour le développement de leurs activités. Il y a aussi cette chose importante, cette belle phrase qui a été dite par Madame Lécheville, qui concerne effectivement la psychologie, je dirais, parce que bon, être femme en Afrique n'est pas forcément synonyme de celle qui prend les rênes, celle qui dirige. Et donc, je pense que les femmes sont confrontées effectivement à cette psychologie-là au niveau culturel, de la femme qui doit rester à la maison, de la femme qui est toujours inférieure. Donc, elles choisissent des petites activités, elles ont peur de se développer parce qu'elles n'ont pas vraiment confiance en elles, on ne les encourage pas, le contexte ne favorise pas cela. C'est ça les réalités. Et souvent, j'entends dire qu'une femme pour réussir, surtout en Afrique, doit se comporter comme un homme. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette assertion. Les femmes qui s'affirment et qui développent des activités ne se comportent pas comme des hommes. La preuve, quand vous regardez, on nous dit que 90% de ce que les femmes entrepreneurs gagnent revient à l'éducation, aux charges de la famille, comparativement aux hommes qui dépensent 40%. Donc, pour moi, en fait, la femme, elle entreprend de façon naturelle parce que c'est elle qui se soucie, entre guillemets, le mieux de sa famille, qui est toujours en train de s'inquiéter des autres, qui prend soin des autres. Donc, le fait d'entreprendre et de s'affirmer, c'est rester femme, c'est pas devenir homme. Et donc, voilà un peu les difficultés, voilà les réalités au quotidien des femmes entrepreneurs en Afrique. OK, magnifique. Madame Échevine, Oui. Là, nous avons parlé à propos d'un sujet assez intéressant. C'est un sujet que nous vivons quasiment tous les jours. C'est toujours la femme qui doit faire du sacrifice et pas l'homme. C'est quoi la solution?
Ah, mais ça, si on l'avait, ouais, ça, si on l'avait, on aurait déjà compris. Je dois juste te dire que nous, on a un couvre-feu hein, dans un peu moins Oui, d'une là, heure. Donc, à nous, on est presque fini, oui. La oui, chevine est encore dans son bureau. je suis encore dans mon bureau, donc à un moment, je vais vous Oui, laisser discrètement pour partir oui, avant que ma propre police ne m'arrête. oui. Je ne serai pas un bon exemple. Nous allons finir déjà. Oui, sinon la police communale va me mettre. Je vais être dans les journaux demain et je dirais que c'est Isabelle. Donc Exactement. voilà. Mais réponds-nous avant de terminer Oui, donc, notre donc la femme ne doit conversation. plus être Solution. active. C'est ça. Je pense que la solution, c'est, comme on a dit, sensibiliser, encadrer, donner des moyens, réduire les lacunes, donner à la femme finalement tous les moyens, les outils pour qu'elle puisse faire les poids par rapport à l'homme. Je ne OK. pense pas qu'on pourra juste dire, voilà, l'homme doit ne plus faire ci, ça ne marchera pas vraiment, même si on peut sensibiliser les hommes aussi. Il faut que la femme comble toutes ces lacunes et que les institutions, les organisations, les gouvernements donnent des moyens pour pouvoir combler ces lacunes et donner à la femme tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse être compétitive. Donc, je pense que Exactement. chacun a un peu son rôle à jouer dans ce cadre-là. Les parents aussi, Magnifique. j'en ai parlé. On oublie souvent les mères qui éduquent. Les pères aussi, on investit plus sur les garçons parce qu'on se dit la femme, elle va se marier et puis son diplôme universitaire, qui dit qu'elle va travailler? Du coup, on investit sur les garçons, les filles, pas du tout. Et après, on trouve des filles qui veulent faire plus que ce qu'on leur a offert. Mais déjà, psychologiquement, il y a un travail qui a été fait des négatifs. Donc, elles n'auront Exact. jamais, comme disait le docteur Chabat, elles n'auront jamais confiance en elles. Elles auront de la culpabilité chaque fois qu'elles ne feront pas le travail pour lequel on les a formatées. Elle va être culpabilisante. Donc voilà, ça pose problème. Pourquoi les hommes, moi j'ai une fois travaillé sur une étude des hommes managers et des femmes managers qui, à un moment donné, partent en mission. On voulait voir un peu les comportements des deux cadres managers dans toute une série d'actions qu'on prend comme manager. Et au niveau des missions, c'est important parce qu'on est loin du foyer. Et on se dit peut-être que la femme, quand elle est loin du foyer, qu'elle a organisé la maison, elle oublie un peu. Ouais. Nada. Hein? La femme, on a posé des questions à ces femmes qui partent. Elles appellent tous les jours après la conférence, 3 jours de conférence. Elles appellent 3 fois par jour pour savoir si le mari a fait ci, si les enfants étaient là, s'ils ont mangé correctement. Et elle est épuisée déjà à distance et elle va Ouais. suivre sa conférence. Alors que l'homme, on leur a posé la question aux hommes, ils nous ont dit clairement non. Moi, quand je suis en mission en conférence, j'appelle une fois le soir, 10 minutes chacun. Après, je rentre dans ma conférence. Mais Ouais. comment vous voulez qu'après la performance de la femme et de l'homme ait déjà pas un problème? C'est La juste. femme n'arrive pas à couper. La femme culpabilise quand elle coupe. La femme n'a pas confiance. Elle veut être parfaite. Alors qu'à un moment donné, on fait des choix. Si vous êtes parfaite quelque part, vous allez être un peu moins parfaite ailleurs. C'est comme ça. Exactement. Même, voilà. Et les hommes, ils ont appris. J'ai posé des questions à des femmes aussi. Est-ce que pendant des réunions, vous pensez à autre chose? Les femmes m'ont dit toutes oui. Pendant la réunion, même si je suis directrice générale, je pense au papier hygiénique qui manque à la maison quand je vais sortir. Que je dois courir au supermarché avant que ça termine. J'ai posé la même question aux hommes. Ah non, 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 moi quand je suis au travail, c'est le travail. J'arrive à la maison, je me rends compte qu'il n'y a plus de papier, je sors acheter les papiers. Alors, Et donc, ces problèmes d'égalité entre l'homme et la voilà, les femme, femmes sont là, je vais dire qu'il y a aussi de problèmes en fait. Hein. C'est la femme qui cause souvent de problèmes la femme doit, qui voilà, empêchent d'arriver à cette égalité. elle veut être parfaite, mais c'est comme ça qu'on l'éduque aussi. On la formate à être Ouais. parfaite, à être multitâche. Hein, quand quelque chose manque à la maison, demande à maman, demande à maman, demande, tous ces demandes. Donc elle apprend, même petite, elle est sœur, la grande sœur, la sœur. Les petits garçons demandent à la sœur, demandent à la grande sœur. Donc en permanence, elle pense qu'elle est au service de tout le monde. D'ailleurs, c'est Ouais. pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui doivent s'imposer un moment pour penser à elles. Aller dans un spa, se faire plaisir. Elle n'arrive pas, c'est culpabilisant. C'est comme si elle abandonnait ses enfants, c'est comme si elle abandonnait son mari, c'est comme si elle abandonnait son travail. Donc, les femmes, à un moment donné, doivent apprendre à penser à elles, à avoir son moment où tu te fais plaisir, parce que ça te permet de te ressourcer pour pouvoir sortir, te battre aussi. C'est que les hommes font sans problème.
Il faut que les femmes apprennent à s'imposer. La maison est mal rangée, ce n'est pas grave. Vous avez moins ces problèmes en Afrique, docteur Chaba, puisque la main-d'œuvre n'est pas très, très coûteuse. Là, vous pouvez prendre 10, 15 personnes qui vous aident. Il y a la famille. Mais ici les femmes n'ont pas les moyens de se prendre une aide. Et donc, si à un moment donné, la maison n'est pas aussi propre, il faut assumer, dire que ce n'est pas grave. Si les enfants vont à l'école une fois avec une chaussette rose et une chaussette verte, les hommes, ils s'en font pas. C'est juste, c'est juste. L'enfant et puis il verra bien. Donc, tout ça, ça fatigue déjà la femme avant qu'elle n'arrive au travail. Ça fatigue la femme avant qu'elle ne rentre chez elle. Ce n'est pas normal. Vous voyez? Après cette mission, la femme, elle rentre, elle retrouve encore toute la charge. Elle n'a même pas le temps de se reposer de son voyage, elle retrouve toute la charge. Des fois, elle appelle même, on a vérifié, certaines femmes appellent le mari à l'aéroport et disent que je n'ai pas le temps, j'ai mon travail, j'ai trop de responsabilités, prends un taxi, je te l'offre. En partant, idem, vas-y, prends un taxi, je ne peux pas t'accompagner à l'aéroport. Mais combien de femmes accompagnent leur mari à l'aéroport quand ils sont en mission, et au départ et à l'arrivée, malgré le travail, malgré le management, donc il y a énormément déjà d'inégalités qui font que pendant que tu vas accompagner monsieur, le monsieur qui est ton adjoint là-bas, lui, il bosse et il monte jusqu'à ce qu'il prenne ta place. Parce que toi, tu perds 3 heures dans l'embouteillage aller, et puis encore au retour, tu arrives fatigué, tu ne peux pas être performant, et après, tu te plains. Donc, à un moment donné, les femmes aussi doivent se dire, je vais faire des choix. Quel est le choix? C'est ma carrière, alors j'aurai des conséquences un peu partout. C'est juste. Et parfait. Je dois pouvoir et réserver un temps de ressourcement. Très bonne résolution. Parfait. Echivine, je vais vous laisser partir. La dernière question. Laisse-nous, s'il te plaît, un mot de confort pour les femmes qui ont perdu ces emplois, les femmes qui ont été obligées de fermer leur société. Alors, donc, comme je dis, il ne faut pas se décourager. Les échecs, vous savez, il y a un mot en chinois qui veut dire crise, c'est-à-dire problème, c'est-à-dire détresse. Ce mot, c'est weiji. Wei, c'est en chinois, ils ont des dessins pour faire l'alphabet. Ils n'ont pas des lettres comme ils ont des dessins qui expliquent ce qu'il veut dire. C'est des anagrammes. C'est-à-dire que weiji est composé de 2 anagrammes. Il y a le wei et puis il y a le ji. Donc, pour écrire crise, weiji en chinois, wei veut dire problème, danger, attention, ça va barder. Tous les problèmes sont wei. Et on montre quelqu'un dans le dessin qui est au bord d'un trou, d'un précipice qui va tomber. Ça, c'est wei. Et puis J, pour faire wei-ji. J, c'est un autre dessin. J, ça représente la chance, l'opportunité. Alors, pour un wei-ji, quand on est en crise, c'est l'opportunité, le moment de penser à une nouvelle chose, à des nouvelles choses à faire, des nouvelles chances. Par exemple, nous, le Covid, on est en confinement, c'est-à-dire qu'on est enfermé à la maison. Par exemple, les gens pleurent, se plaignent. Il y en a qui se disent c'est l'occasion pour apprendre à connaître ma famille. Parce qu'ici, on travaille tellement que des fois, il y a des gens qui ne vont même pas grandir leurs enfants. Donc, le confinement de la Covid ici a permis à des gens de retrouver leurs enfants. Il y en a qui l'ont. Il y a même des blagues qui ont circulé sur Internet où l'enfant croisait sa maman dans l'escalier, disait j'ai croisé une dame dans l'escalier, elle a l'air sympa, il paraît qu'elle s'appelle maman. Donc, à un moment, la crise sanitaire qui était négative a permis à des couples de se parler, ils ne se voyaient plus, à des enfants de pouvoir voir leurs parents, se reconnaître, apprendre à se connaître. Ça, c'est quand il y a un souci, un obstacle. Trouvez toujours le bon côté de l'échec. Qu'est-ce que je vais apprendre et comment je vais changer ce qui m'est arrivé. Donc, toutes les femmes qui perdent un emploi, qui ferment une entreprise, il ne faut pas être découragé, c'est dire voilà, qu'est-ce que je dois apprendre de cette leçon? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et comment je peux changer cela maintenant à une opportunité pour moi? Il y a toujours pour la crise Covid, il y a des gens qui fabriquaient des vêtements d'été qui aujourd'hui se sont transformés, fabriquent des masques ou transformés, fabriquent maintenant des pyjamas. Vous savez, les pyjamas kangourous qui sont hyper chauds pour rester à la maison, ça explose dans les ventes. Donc la personne qui avant faisait des robes de soirée, il n'y a plus de soirée, s'est transformée pour faire, et aujourd'hui ça marche très très bien. Donc dans chaque crise, comme disent les Chinois, il y a toujours une chance, une opportunité de se retourner. N'allez pas vous suicider.
il y a toujours une leçon et puis il y a un moyen de retourner la situation. Peut-être que le business que vous avez choisi n'était pas le bon. Il faut juste trouver qu'est-ce qui n'a pas marché. Une fois que vous allez trouver, vous allez vous rendre compte que finalement, c'était bien que j'ai fermé. C'était bien que j'ai arrêté parce que j'ai trouvé ma vraie voie maintenant. J'ai trouvé mon vrai produit actuellement. Donc, ne pas se décourager, s'élever, apprendre de l'échec et continuer la course parce que rien n'est facile finalement dans la vie. Rien n'est facile. Docteur Chabat, la même question. Laissez-nous, partagez-nous s'il te plaît, un mot. Oui. Qu'est-ce que je peux dire après ce qui a été dit par l'échevine? C'était tellement parfait. Est-ce que vous savez, Wedji, c'est pas là que je commence quand je fais mes formations en stratégie. Et donc, j'étais très contente d'entendre. Donc, il y a toujours une opportunité dans les crises. Je suis parfaitement d'accord. Déjà, cette conférence-là, c'est une opportunité. Voilà, on est confinés chez nous, mais on arrive à faire des conférences. Donc, les femmes peuvent profiter effectivement de cette crise pour se former, pourquoi pas. On peut se former, apprendre des langues. Il y a tout sur Internet. Il y a aussi le numérique qui peut aussi être un atout pour les entreprises de ces femmes-là. Elles peuvent digitaliser leurs activités comme le font les hommes. Voilà pourquoi les hommes sont restés. Ils étaient déjà un peu plus à l'aise avec le numérique. Et les femmes aussi, elles peuvent aussi se former et utiliser le numérique pour pouvoir y lancer leurs activités. Donc, je pense que l'échevine a tellement bien expliqué. Exact. Et voilà, moi, je trouve que c'est possible de se réinventer dans une crise. Et c'est même une opportunité de se former, d'apprendre et de pouvoir réfléchir aussi à sa vie et tout. Donc, voilà, elles ne doivent pas baisser les bras, elles doivent continuer de se battre. Parce qu'une femme ne peut pas dormir. Mon père me disait, il dit quand l'homme travaille, l'homme doit travailler une fois, la femme doit travailler 2 fois. Quand l'homme doit travailler 2 fois, la femme doit travailler 4 fois. Parce qu'effectivement, il faut qu'elle prenne de l'avance après pour dormir avec ses enfants. Après, vous préparez et tout, et faire la cuisine, faire le ménage. Donc, elle doit prendre de l'avance voilà, dans le boulot. Et donc, les femmes ne doivent pas baisser le bras. C'est juste. Parfait. De notre côté, nous allons respecter le couvre-feu. Ça, c'est très intéressant. De notre côté, je remercie mes 2 invités, l'échevine Dora Ilunga, Dr Chaba Iavo. C'était un grand plaisir de vous avoir dans notre table de conversation. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis sûre que nos invités, ils ont aussi appris beaucoup de choses. J'ai essayé de poser toutes les questions que j'ai reçues, mais c'est tellement de questions que je n'ai pas su coloquer toutes les questions. Ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup, mes chères dames. Merci beaucoup. J'espère que vous puissiez continuer à être ces femmes de talent que vous êtes, que vous représentez aussi bien l'Afrique. Et je laisse aussi l'invitation que vous puissiez faire partie de l'association des femmes entrepreneuses Europe-Afrique. Merci beaucoup et bon retour. Merci Isabelle. Merci Madame l'échevine. Et on garde le contact. Et on est avec vous Isabelle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Chaba. Merci beaucoup, échevine. Bon retour. Merci beaucoup. Oui. Merci.